Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de réparation d'un variateur. Il s'agit d'un VS Flip Sky, là qui est sorti de son boîtier alu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà rapidement, ce variateur là, je l'avais sur mon gros kit ici, sur le Raven. Le fait est qu'avant j'en avais un autre et les deux ont grillé. Le même emplacement de variateur à griller, c'est-à-dire en lien avec le même moteur. Et c'est là que je me suis dit que c'était pas un problème de variateur, mais un problème de moteur. C'est un peu dommage d'en avoir grillé deux, surtout que ça coûte un peu cher. Il ne s'agit pas d'un souci de driver, en fait, comme on pourrait le croire, parce que quand il y a un problème de driver, qui est la petite partie qui est la partie qui est tout en longueur, qui est au bout de mon doigt, là, c'est le driver. Donc quand le driver grille, en fait, mais en général, il grille sur la partie étage supérieur, pilotage, le processeur, lui, continue à fonctionner et renvoie un problème d'erreur. Là, le processeur marchait plus du tout. Il s'initialisait plus et le petit diagnostic facile à faire, c'est que le petit composant d'alimentation 3V3, donc le petit régulateur linéaire du 3V3, était en surchauffe, mais pas qu'un petit peu, hein, vraiment beaucoup. Et ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant qu'il y avait un problème sur ce circuit. Après 2-3 tests autres, je me suis convaincu que c'était le processeur. De toute manière, je ne pourrais pas faire d'autres réparations particulières en dehors de changer ce processeur. Alors, petit erratum, pendant toute la durée de la vidéo, j'utilise le terme de microprocesseur, alors je devrais dire microcontrôleur, c'est quand même pas du tout la même chose, même si au final, pour les non-initiés, ça se ressemble énormément. Et de plaques, alors là je sais pas du tout pourquoi, à la place de circuit imprimé, ou voilà, ou circuit tout court, ou carte électronique, moi je sais pas. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer comment on change un processeur, qu'on l'enlève déjà, parce que une fois enlevé, je vais pouvoir retester le circuit 3V, voir si j'ai vraiment une bonne tension, si tout va bien, nettoyer le circuit et réinsérer un nouveau processeur neuf que j'ai acheté, le ressouder correctement et du coup reprogrammer ensemble et espérer que mon variateur reparte correctement. Je vais pas forcément beaucoup parler, j'espère qu'on arrivera à faire des plans qui vous permettront de voir ce que je fais. Bon bah voilà, on y va, déjà que j'ai parlé beaucoup. Donc désolé pour le son, j'utilise le son de la caméra, voilà, hein, que je tiens. Je vais vite fait balayer les équipements qui me sont nécessaires pour réaliser cette opération. Première chose, le truc qui va bien, c'est forcément un fer à souder. Moi j'utilise celui-ci qui est le TS100, qui est un petit fer à souder peu cher, qui est vraiment performant, qui s'alimente avec une prise jack entre 12 et 20 volts. Là moi je l'ai sur une alimentation fixe, mais si je veux je peux le mettre sur un pack d'accu en 12 volts, un pack d'accu LiPo ou en 4S même, hein, ça marche très bien. Il chauffe en une dizaine de secondes. J'ai fait une petite vidéo sur ce fer à souder, donc si vous voulez la voir, il y a... Et sinon j'ai la panne par défaut, donc là désolé, elle est un peu vieille, un peu sale hein, maintenant, qui est une panne standard, mais pas ultra fine, qui est juste classique, qui va très bien. De la soudure, hein, là c'est du tout petit fil, hein, c'est du 1,5 mm, du 0,5 mm. Sans plomb, sans rien, donc par contre marche très bien, hein, c'est une bonne soudure, seulement faut que ça soit très chaud, c'est une température de 380-390 degrés, ce qui est quand même très chaud. De la tresse à dessouder, alors pas forcément un truc ultra petit, hein, de la tresse à dessouder, voilà, pas trop grande, mais de la bonne tresse, voilà, tout simplement. Il vous faudra du flux, alors moi j'utilise celui-là. J'en ai changé récemment. Il y a aussi la version en boîte, en boîte, où on prend, on gratte et voilà. Ça c'est pratique, c'est sous forme de seringue, il n'y a pas d'air qui rentre dedans, donc il s'oxyde. Il vous faudra une petite pince
ultra fine. Voilà, soit ça, soit un système pour enlever avec ventouse. Ensuite, moi j'ai acheté ça. Voilà. Alors c'est pas de la pub, hein, je vous le montre. C'est 15 €. D'accord, là j'ai acheté sur Amazon parce que je l'ai trouvé que sur Amazon. Dedans vous avez un petit bloc là, c'est du flux. D'accord. Si vous voulez vraiment pas vous soudez quasiment jamais en fait, hein, vous pouvez emprunter le fer à souder, une pince Bruxelles à quelqu'un d'autre. Et avec la quantité de flux que vous avez là, vous pouvez faire une quarantaine de composants facilement. Avec dedans des petites lingettes à alcool, donc c'est les mêmes, à peu près les mêmes que pour les lunettes. C'est de l'alcool isopropylique, hein, à 70%. Voilà, c'est pour nettoyer en fait les restes de flux et la surface de la platine. Avec est vendu ceci. Alors, on pourrait croire que c'est de la soudure, hein, donc c'en est en fait, mais pas de la soudure traditionnelle. Mais là, donc, il s'agit d'un système de soudure sans flux et avec une plage de température très élevée. C'est-à-dire que vous allez le chauffer avec une température de l'ordre de 350 degrés. Et il va se figer, contrairement à ma soudure classique qui est arrivée à 320 et déjà figée. Lui il va se figer très très bas aux alentours des 260 degrés, ce qui fait qu'il va mettre beaucoup plus de temps à se figer. C'est ce temps là, les 2-3 secondes, qui va nous permettre sur un composant, qui va nous permettre en fait de l'enlever, tout simplement. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Donc il y en a vraiment beaucoup, enfin beaucoup, il y en a, hein. On va avec tout ce que j'ai à enlever là, j'ai fait 2-3 essais, j'ai consommé peut-être de 3 mm. Alors, j'ai un peu oublié de vous présenter le truc pour bien voir ce qu'on fait, parce que bon, arrivé à un certain âge, on a besoin de lunettes, ou même pour vraiment voir le fond de l'ensemble, c'est important. Et j'utilise aussi la loupe, enfin le téléphone, pour vraiment grossir pour voir si j'ai pas de soudure qui se barre ou de position à la con. Le point aussi très important, c'est de bien repérer l'orientation du composant pour le remettre bien en fait, hein, parce que sinon vous allez le mettre dans le mauvais sens. Bon, là j'ai fait un petit masque au Krapton parce que les composants sont vraiment très très proches sur celui-ci, et donc j'ai pas envie, lorsque je vais commencer à mettre la soudure là et là, de niquer tout ce qui est autour. Première chose que je fais, j'applique du flux tout autour. Essentiellement que sur le composant, hein, sur les pattes. Donc j'ai mon méga fer à souder, donc on va commencer par les zones. Donc c'est important d'en mettre bien partout. Alors pour vous là vous voyez pas parce que forcément alors première étape de fait, et maintenant on va chauffer et attendre qu'il se dessoude. Aïe, il est venu. Et voilà. Vu qu'elle est morte, je pense que je peux me permettre, en fait, j'aurais pu me permettre de la chauffer juste comme ça. Là, j'ai fait comme si j'allais la récupérer, mais en fait, c'était vraiment peut-être pas utile. Voilà. Donc maintenant, on va passer un coup de tresse à dessouder. Un peu partout. Toujours avec la loupe et l'éclairage. Pourquoi je mets de la tresse à dessouder? Pour que les pattes soient le plus proche possible d'un état de surface plat. Parce que sinon c'est compliqué à remettre le composant
Donc avec le téléphone, voilà, on voit particulièrement bien les pistes. Vous voyez, elles sont... Alors le flux a été un peu agressif, hein, les pastilles on voit bien, hein, c'est un peu long son objectif aussi, donc faut faire attention quand même, mais j'ai pas de soudure qui m'emmerde. Faut qu'il reste de la soudure, mais pas non plus de trop. Bon alors voilà, on a dessoudé, vous avez vu, j'ai dessoudé, nettoyé, j'ai enlevé le masque, parce que là il me servait pas, et j'ai vérifié mon 3V3 qui, du fait du court-circuit et du cramage du processeur, était à 0. Et là j'ai pas eu de problème de température au niveau du régulateur, et j'ai retrouvé un 3V4 même complètement linéaire et super propre. Regarde ça. Donc pour ce faire, j'utilise mon petit oscilloscope. Voilà, hein, qui coûte peut-être que 15 €, mais qui a le mérite au moins de me montrer correctement les signaux et les valeurs. Il faut bien sûr prendre en compte le prix et sa capacité. On est sur, j'ai mis donc l'ensemble des capteurs donc sur 3V3. Hein, et donc on retrouve cette valeur à nouveau ici sur la première patte, de même que sur la partie programmation, on la retrouve ici. Ce que je n'avais absolument plus lorsque le composant était cramé. Je ne voulais pas vous faire voir le problème parce que ça abîme forcément le composant. Déjà que le temps de trouver, il a bien chauffé le pauvre, donc j'espère qu'il va bien se porter. Je vais partir sur le ressoudage du composant, du STM, et ensuite reprogrammation et tout le tout-team. Allez, on y va. Pour préparer votre fer à souder, parce qu'il faut préparer son fer à souder, il faut impérativement ultra bien nettoyer sa panne. Première chose que je fais, je la nettoie comme ça et je l'observe à la loupe. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter d'apporter de la soudure en plus au moment où je vais poser mon composant et commencer à le positionner. Je vais le positionner en utilisant les points de collage qui existent. Moins il y a de soudure, mieux ça sera, parce que du coup il va se positionner, se coller à 2-3 endroits. Et ensuite je pourrais mettre un peu de flux pour là, à ce moment-là, mettre la soudure qui va bien. Et là c'est la partie la plus délicate, mais rien d'impossible. Alors le composant qui est pas celui-là, hein, vous voyez, c'est ultra petit. Hein. Pour un composant, c'est un peu plus gros qu'un ongle, mais là, important de comprendre, c'est qu'on doit le positionner correctement sur les 4 côtés. Autant le driver, c'est assez simple, j'en ai dessoudé un, ressoudé un, il n'y a pas de souci. Le plus dur en fait, c'est toujours le dessoudage, mais sur ce genre de choses, c'est assez facile à repositionner et à ressouder. Autant le processeur, sur les 4 côtés, eh bien, je vous garantis que c'est pas forcément. Alors j'en ai acheté 3, j'ai acheté 3 STM32 pour à peu près 10 € l'unité. Donc c'est très cher pour ce que c'est, en sachant que des fois on trouve des boards équipés du même processeur pour moins de 3 €. Mais c'est le volume qui fait ça, hein. Il faut en commander 1000 pour que ça devienne vraiment intéressant, ou même déjà une dizaine. Ça commence à faire baisser les prix, pas par deux, mais presque. Je les ai reçus par courrier, très bien, hein, bien emballés, bien protégés. Voilà. J'en ai pris 3 parce que 2 coûtait le même prix que 3, donc j'en ai pris 3. Donc là c'est un jeu de patience, donc faut pas être pressé, c'est tout. Ça sert à rien de vouloir se précipiter. Bien faire attention à l'orientation. Les pattes sont vraiment très proches les unes des autres, hein. C'est un truc de folie. Donc une fois fait, je le tiens bien. C'est vraiment le plus délicat. Voilà. Alors là, il n'est pas soudé. Il est posé, prêt à être soudé. On voit bien. Toutes les pattes sont détachées de ce côté-là, bien posées. Voilà, il est prêt à être soudé. Il y a un côté, les pattes sont quand même très proches les unes des autres. Je vais faire une petite pause parce que c'est bientôt l'heure du repas. Donc on applique du flux, toujours le flux c'est super important. Donc là je protège pas les autres composants parce que la soudure qui va se mettre dessus, il y en aura de façon très parcimonieuse.
c'est même moins qu'on puisse dire. Le flux est mis. Là, on nettoie à nouveau la panne. Elle est vraiment bien nettoyée là. Et je vais reprendre une micro-goutte de soudure. On fait patte par patte. Bon ben voilà, c'est soudé. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à souder en fait. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Vraiment, c'est vraiment le truc. Là, j'ai soudé correctement normalement. Je vais faire un tour à la loupe avant d'enlever le flux, voir ce que ça donne. Alors, avant, bien sûr, une fois que le composant a été remis en place, le truc surtout à ne pas faire, c'est de brancher la carte, parce qu'il n'est pas programmé. Et donc, il peut mettre ses sorties en vrac, dans des positions complètement incompatibles avec les composants qui se trouvent autour. Si vous le faites, vous avez quand même beaucoup de chance de provoquer du grillage de quelque chose. Hein. Ça peut être en court-circuitant les MOSFET, parce que ça pilote le driver n'importe comment, etc. Il faut impérativement reprogrammer le composant, notamment le microcontrôleur, avant de faire n'importe quel autre test. Pour ce faire, il vaut mieux avoir le PDF de comment on branche la zone, donc là en l'occurrence le ST-Link, de manière à ce que il n'y ait pas d'erreur de câblage. Donc moi je vais directement sur le site du fabricant et je récupère autant que faire se peut le PDF. Donc à savoir que actuellement celui-ci est à 159 $, donc on va dire 130 €. Donc si j'ai réussi à le réparer avec un composant à 10 €, je pense que c'est pas mal, même si j'ai acheté plein d'autres trucs, mais ça me permettra d'en réparer en théorie 2. Donc j'ai déjà préparé l'ensemble. Donc ça c'est un ST-Link, c'est une copie, hein, avec une prise qui permet de le brancher là, et juste la petite prise qui fait pour l'alimentation. De manière à être sûr que ça marche, première chose qu'il faut que je fasse, c'est au moins, si vous pouvez, bien sûr, c'est tester la connexion avec une version qui fonctionne. Alors moi je suis sur Linux, et pour utiliser le programmeur pour injecter, on va dire, le code, le bootloader en fait, tout simplement, pour ensuite pouvoir le programmer et le mettre à jour au niveau du firmware, avec l'outil qui va bien, je l'utilise sous Windows 10, mais en machine virtuelle. L'avantage de la machine virtuelle, c'est que avec Windows 10, on peut partager le port, et donc il n'y a aucune différence visuelle. Donc on est sur Linux, je démarre ma machine virtuelle. Windows 10, hop. C'est d'ailleurs super pratique pour ça. Donc sur le site du fabricant, on trouve où connecter à les bornes de programmation. Donc vous voyez, il y a tout le détail de la planche, enfin de la carte, enfin, la planche de la carte. Et donc on a nous sur cette zone là en fait, hein, 3V3, le clock, le DIO et le reset. Voilà. On lance, donc on a Windows 10, donc comme vous pouvez le voir, il est en version je suis toujours sur Linux, hein, et on redimensionne si on veut, hein. Donc ça c'est pratique. On peut partager le port. Donc là on voit le STM32 ST-Link qui monte, et on a ici STM32, l'outil qu'on peut télécharger sur un peu partout, hein, vous le trouvez un peu partout, mais essentiellement sur le site du fabricant. Donc on a là ici Target Connect, et voilà. Un petit point en passant, si vous avez deux fois le même boîtier, hein, si vous êtes en dual ou en double single de variateur, utilisez cette technique, c'est-à-dire lisez le processeur, le microcontrôleur qui fonctionne sur la carte qui fonctionne, et vous pouvez, une fois lu, vous pouvez tout simplement le sauvegarder. Ainsi vous allez pouvoir reprogrammer votre nouveau microcontrôleur avec directement la même version que l'autre. Ça gagne du temps et c'est des fois bien plus pratique.
Alors j'ai branché l'ensemble du ST-Link sur mon mon portier SDIO et le processeur semble réagir puisque j'ai réussi à charger la totalité de ce qu'il avait en mémoire et j'ai bien la définition du processeur qui est dessus. Maintenant on va charger mon VS bin que j'avais préparé, on l'ouvre. Voilà. Et le moment véridique, c'est le upload. Donc il programme zone par zone. C'est quand même un processeur qui est assez gros, un système qui n'est pas très rapide. Vérification de blocs. Donc a priori, programme memory checksum, vérification OK. Tadam! L'ensemble a booté, il ne me reste plus qu'à maintenant à passer sur VS Tools. Et voilà, je suis sur VS Tools. Il est lancé, c'est la dernière version. Je vais brancher l'USB. Donc on branche, vu que le firmware est dedans. Hop, déjà j'ai une LED verte, ça a booté. Je scanne, je vois le port USB. Et là, je me connecte et ça a marqué. Je vais me mettre en moteur Wizard. Start Detection. Waouh. Ça marche. Et j'ai fini. Du coup là, je dois pouvoir le faire tourner. Oh la vache! Voilà, j'ai fait la totalité du process devant vous, de l'explication du diagnostic. Là je peux pas vous montrer plus que ce que j'ai expliqué. Jusqu'au changement du processeur, sa reprogrammation initiale avec le firmware que j'ai téléchargé sur le site de Benjamin Weder. Donc il s'agit essentiellement du firmware initial qui permet d'avoir un bootloader via USB. Et ensuite du coup on peut mettre n'importe quel firmware dessus. Je vais donc faire la même chose sur mon Dual. Mais comme c'est la même chose, je vais pas tout simplement pas vous montrer, ça perd de son intérêt. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrai toujours y répondre, normalement, il n'y a pas de souci. Et lancez-vous, de toute manière, quand un variateur est mort, c'est pas bien grave. Allez, ciao dans le fond du garage.